Bonjour à tous et bienvenue, on est de retour dans le live pour cette troisième et dernière émission. Rebonjour Kevin. Bonjour Sophie. Oui, moi c'est la première fois, Sophie, bénévole Planète Science, je me présente quand même. Kevin du CNES, super binôme. Oui, parfait. On est parti pour 1 heure d'émission et cette fois-ci on va mettre à l'honneur les participants et participantes, les clubs qui sont avec nous aujourd'hui. On a du beau monde et chacun représente son équipe. Tout le monde n'a pas pu venir, bien sûr, une personne par équipe, mais surtout plein d'objets qui sont lancés à l'occasion du C-Space. Alors on va faire les présentations. On a Daniel déjà qui est à ma droite. Salut Daniel. Bonjour. Donc toi tu lances des ballons, tu fais partie du club ESO de l'école Estaca, je me trompe pas ? Non, c'est ça, tout à fait. Je lance des ballons. Ça va être chouette, on va en parler juste après. À ta gauche, on a Amy, aussi du club ESO. Toi, c'est des minifs que tu lances, c'est ça ? C'est ça, c'est exactement ça. Elle est devant toi, elle est magnifique. Elle a volé, hein. On voit qu'elle a, elle a vécu Elle a quelques volé, trucs. mais elle est encore plutôt, C'est vrai. plutôt neuve. Il y en a qui sont dans un état moins drôle que ça. À ma gauche, on a Thomas et Anouk. Thomas, qu'est-ce que tu lances, toi ? Alors moi j'ai lancé une Fusex ici là, elle prend un peu de place et elle a lancé ce petit module. Donc la Fusex Cyclone. Et Anouk, tu as devant toi un drôle d'objet. C'est un CanSat, c'est ça ? Exactement, c'est un CanSat qui participe au concours CanSat France. Très bien. Et je ne vous ai pas dit, vous faites partie du club Aéro IPSA de l'école IPSA. C'est ça. Et en deuxième partie d'émission, nous recevrons 2 invités prestigieux, Michel Condé de Planète Science et Bruno Millet du CNES. Et on va parler d'aérospatial et d'écologie. On va essayer de voir si c'est possible. Ça va l'être, c'est prometteur. Une belle discussion qui s'annonce et on commence tout de suite avec la personne qui va devoir partir plus tôt. Donc on va te libérer le plus tôt possible. Les ballons avec toi, Daniel. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ? Donc là, le ballon, il est encore dans le ciel. Hein, tu l'as fait décoller il y a Oui. même pas une demi-heure. C'est quoi ce projet ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu ce que c'est ? Alors, c'est le projet BAE, ballon atmosphérique Estaca. Donc, c'est un ballon qui vise à tester la prochaine avionique sur notre programme de fusée ESL, qui tient pour Estaca Space Launcher. Donc, c'est un projet sur 3 ans où on développe notre propre moteur hybride et toute la partie avionique, électronique est testée en ce moment même dans le ballon, dont on teste la télémétrie et l'enregistrement de données pour ensuite faire un fil de Kalman. Le décollage s'est bien passé. J'ai vu que sur l'écran, vous pouviez suivre. Il y a une caméra à bord du ballon et il est au-dessus des nuages, alors que nous, on est en dessous, ce qui est moins drôle. Tout se passe bien. Il est encore en vie, ce ballon ? Tout à fait. On a eu une retransmission en live sur Twitch des caméras en vol sur une hauteur de 5 km. Et d'après les prévisions, le ballon se dirige vers Toulouse. Donc on a une équipe en voiture qui est partie chercher le ballon. Et si tout se passe bien, on devrait le récupérer dans quelques heures. Vous avez eu des difficultés pour élaborer ce ballon et cette expérience ? Alors oui, on a eu quelques difficultés pour l'expérience pour ma part parce que je suis responsable de l'expérience. On a dû reprendre un projet qui avait déjà été fait deuxième année, enfin il y a 2 ans. Et donc essayer de reprendre le travail de quelqu'un d'autre a été assez difficile, mais je trouve qu'on s'en est bien sorti à la fin. Et alors, est-ce que c'est ton premier ballon que tu lances ? Oui. Est-ce que ça te donne envie d'en lancer d'autres ? Oui, tout à fait, oui. Et Tester d'autres expériences. Parce que là, les expériences, tu n'auras pas les résultats tout de suite de ce qui est embarqué à bord du ballon. Alors, on a une partie des résultats qui sont retransmis en live et une autre partie qui sont retransmis via la télémétrie de l'avionique de l'expérience. Mais il y a beaucoup plus de données qui sont stockées sur les cartes SD à bord qu'on pourra récupérer ensuite. Donc là, après, il faudra récupérer les données, les trier, essayer d'en faire quelque chose. Tout à fait. Et est-ce que c'est ton premier C-Space ? C'est mon premier C-Space, c'est mon premier projet associatif. C'est la première année que je m'investis dans un projet. Donc je suis très heureux de participer au C-Space. Plein de premières fois. Est-ce que tu peux nous raconter en quelques mots le C-Space ? T'en as pensé quoi ? Alors moi, je n'étais pas du tout préparé au C-Space. Je m'attendais pas du tout je savais pas à quoi m'attendre. Mais je trouve que c'était une super expérience et je pense pas que j'aurais pu fournir autant de travail en si peu de temps si c'était pas pour construire un ballon ou une fusée. Super. Est-ce que votre ballon a un nom ? Oui, c'est le BAE, le ballon atmosphérique Estaca. C'est mignon, Bae, pour un ballon. Oui. Merci beaucoup de nous avoir raconté tout ça. Bon, reste là si tu peux, mais si tu dois filer pour ton avion, tu n'hésites pas à partir tel un ninja. En plateau, à notre gauche, on a Anouk avec le CanSat.
Anouk, est-ce que tu peux nous raconter un peu ce projet? Donc moi j'ai fait le CANSAT SCADI. C'est un CANSAT qui doit descendre vers une altitude une position GPS bien prédéterminée. On contrôlait à l'aide de suspentes et de de poulies nos suspentes justement de parachute avec un parachute triangulaire. Et on avait aussi également une caméra embarquée qui devait scanner un QR code au sol. On a également un largage de graines qui était embarqué avec un petit système de tiroirs qui déploie des graines de coquelicot et de nigel de Damas. C'est trop bien, des graines de coquelicot. C'est poétique. Alors, je crois savoir, Sophie, que l'équipe d'Anouk a participé hier à la compétition française de CANSAT et vous avez eu le premier prix. Alors, votre commentaire? Effectivement. On est très content d'avoir eu ce prix-là. Et je remercie toute mon équipe qui a travaillé vraiment toute l'année dessus. Et on est très content. Qu'est-ce que tu penses qui a fait la différence, qui a fait que tu as eu le premier prix, enfin ton équipe aussi? Je pense qu'on a vraiment beaucoup travaillé. On a eu un crash une semaine avant le C-Space. Donc c'était très dur. On a dû refaire intégralement toute notre carte qui sert de cerveau. Donc on a remplacé notre microcontrôleur. Et on a vraiment bossé les 3 premiers jours et ça s'est vu. Et on a également fait un gros travail sur l'intégration pour pas qu'il y ait de câbles qui dépassent, etc. Et ça nous a permis vraiment d'avoir le moins de faux contacts possible, etc. Parce qu'en plus, c'est vrai que c'est tout beau, enfin, ça a l'air nickel vu d'ici. Moi, j'y connais absolument rien. Est-ce que techniquement, tu peux me montrer ou tu peux montrer aux téléspectateurs qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on a devant nous? Donc on a en haut 3 motoréducteurs. Donc c'est eux qui vont enrouler les suspentes. Donc vu que c'est un parachute triangulaire, on contrôle les 3 angles. On a juste en dessous donc une carte avec un gyroscope, un accéléromètre et un GPS. Et on a également un capteur de pression, donc juste en dessous. On a un affichage avec un écran OLED. Ça nous permet de vérifier au sol, les données GPS, à quelle position on est, si le CANSAT est prêt à être largué. Et oui, également à l'atterrissage, la distance avec la cible visée. On a donc tout le bloc d'alimentation avec les 3 batteries, le servomoteur qui gère les tiroirs, donc qui peuvent s'ouvrir. Si tu peux m'aider à les ouvrir, il faut simplement tourner. Il faut tourner la bague. Ah oui, il y a une manip en cours pour sortir les tiroirs, les fameux tiroirs. Donc une fois sortis, on les voit là. Donc c'est le cerveau qui va venir tourner les 2 bagues et sortir les tiroirs. Donc les graines vont pouvoir être déployées. Et juste en dessous, on a donc la petite ESP32. C'est ça qui contrôle, c'est un microcontrôleur qui contrôle la caméra et qui scanne le QR code. C'est super à voir. Alors là, il y a moins de bruit autour de nous parce qu'il va y avoir un lancement de mini-fusée. Voilà, dans moins de 5 minutes. Et donc, on a encore un peu de temps, nous, temps. pour parler. Hein, mais du coup, c'est assez impressionnant parce que les lancements continuent. Les minifs, on va en parler juste après d'ailleurs. Le CANSAT, est-ce qu'il y a quelque chose qui, pendant le vol, s'est mal passé ou qui n'était pas prévu? Pendant le vol, oui, on a eu un problème sur justement le servomoteur qui n'a pas voulu fonctionner et donc les graines ne se sont pas déployées. On est un petit peu triste pour ça. On a également vu, du fait de la miniaturisation, on a un motoréducteur qui n'a pas tourné parce que les câbles étaient trop serrés. Donc c'est une des difficultés du CANSAT, c'est vraiment de tout réduire et de tout miniaturiser sans endommager l'électronique à bord. C'est un travail de longue haleine et un travail en équipe. Ça a pris combien de temps et vous étiez combien On était environ 8 au départ de l'année. On a commencé donc en septembre ce projet et on a eu les missions en octobre. Et après, au fil de l'année, entre les partiels, etc., on a perdu un petit peu de membres. Et là, actuellement, on était 4 sur le projet et 3 qui ont eu la possibilité de venir au C-Space. Alors, il nous reste encore quelques minutes. J'ai envie de te poser la même question qu'à Daniel. Le C-Space, premier C-Space ou pas?
C'est mon 3e C-Space. 3e C-Space. Donc une habituée. Un petit peu. Et cette année, c'est les 60 ans de ce C-Space. Toi, tu en as vécu 3. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? C'est toujours une expérience à vivre. On travaille énormément et on se rend compte qu'avoir ce temps dédié au travail, c'est vraiment intéressant. On apprend énormément, on est vraiment suivi, aidé et ça fait vraiment plaisir. Et j'ai eu la chance de faire une FUSEX, une MINIF et cette année un CANSAT. Donc je commence à voir un petit peu tous les projets du C-Space et ça me fait vraiment plaisir de rencontrer d'autres associations, des bénévoles. C'est toujours très satisfaisant. Bah, nous, bénévoles, ça nous fait trop plaisir de vous voir bosser d'arrache-pied à chaque fois. CANSAT, je le rappelle, parce que je l'ai appris il n'y a pas si longtemps. C'est un mot valise. C'est un mot valise, ouais. C'est quoi les deux mots qu'on fioube? C'est canette et satellite. Parce que ça ressemble, ça a la taille d'une grosse canette. Une grosse... et donc oui, c'est lâché par un drone, hein, c'est bien ça. C'est ça, on le drop par drone. Et moi j'ai une question peut-être qui va intéresser nos téléspectateurs et téléspectatrices. Très concrètement, quel est le prix d'une CANSAT comme celle-ci? Alors une CANSAT comme celle-ci, c'est environ 350 €. On a beaucoup d'électronique à bord, c'est ce qui coûte le plus cher. Et après, on a la chance à notre école de pouvoir faire nos tubes. C'est un tube en fibre de verre, mais on peut très bien faire nos impressions 3D également. Et ce qui permet de réduire aussi les coûts de ce genre de CANSAT. Bon, on est en train de nous dire sur l'écran que l'inflammateur est raccordé, donc il va y avoir bientôt le décollage de la MINIF. Oui, c'est une mini-fusée qui s'appelle Apogée du club Eclipse, qui va être lancée du lanceur rouge, le lanceur Falbala, parce qu'on aime bien les noms mignons à Planète Science et au CNES. Donc on va peut-être vous laisser avec le live pour que vous voyez un petit peu ce superbe décollage. On espère que ce sera un nominal. Et on revient juste après. Attention, en zone minif, H-30 secondes. Top. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, mise à feu. Bon, de retour après ce vol qui était assez impressionnant à voir, un vol torche, j'ai entendu. On reprend la discussion. On était en train de parler CANSAT avec Anouk, et je crois pas qu'on ait entendu le nom du CANSAT. Mon CANSAT s'appelle Scadi. Message à la direction de vol, donc pour le projet Apogée du club Eclipse, le vol est balistique. Vol balistique, voilà, Balistique. nous dit l'annonce, tout à fait. Alors nous on parle, on a plein de questions, mais est-ce qu'autour de la table vous avez des questions aussi? Oui, moi j'avais une question concernant l'électronique. Est-ce que vous faites sous-traiter tous vos soudures de composants ou vous les faites vous-même si c'est trop petit en CMS ou La question Alors. pratique directement. Alors non, tout ce qui est soudure, etc., on les réalise nous-mêmes. Par contre, on réalise des schémas sur des PCB et on les fait usiner.
On a tous compris, évidemment. Moi, je sais tout à fait ce qui s'est dit. Moi, maintenant, c'est limpide. Super, bah merci pour cette présentation, Anouk, c'était top. Alors, le troisième projet qu'on va voir, on va passer aux fusées, parce que c'est aussi un truc assez impressionnant à voir. Avec toi, Amy. Salut, Amy. Salut. Elle est belle, ta mini-fusée. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce projet? Combien de temps ça t'a pris? Qu'est-ce qu'on a devant nous? Raconte-nous tout. Alors, on était 5 sur ce projet de mini-fusée, dont le nom est BTQ 569. C'est une mini-fusée classique entre guillemets, dans le sens où l'objectif était simplement de la faire décoller et d'ouvrir le parachute au bon moment. C'était une première expérience pour tout le groupe, donc ça nous a permis de voir un petit peu comment concevoir une fusée, les différentes solutions qu'il était possible pour l'ouverture du parachute. Voilà, c'était super enrichissant pour tout le monde, on est super contents. Elle a fait un vol nominal mardi, tout s'est très bien passé, on est ravis. Alors, si elle a volé dès mardi, ça veut dire que quand vous êtes arrivé au C-Space, vous étiez déjà bien avancé, il n'y avait pas de souci, et puis elle a dû passer les contrôles assez vite, non? C'est ça, elle est arrivée, tout était quasiment prêt, à part la fixation du ressort et quelques détails. Mais on avait fait en sorte d'arriver au C-Space avec la fusée quasiment prête pour passer les contrôles au plus vite. Parce que souvent, les contrôles, il y a des petits allers-retours pour passer les qualifications, les homologations, il y a toujours des petits soucis. Là, vous avez réussi du premier coup? Ah non, on a été obligé d'y retourner 3 ou 4 fois. Il y avait des petits problèmes, comme par exemple ici, la trappe qui était un petit peu surélevée par rapport à la peau. Et donc, on risquait que l'air s'engouffre et ouvre la trappe trop tôt. Donc, c'est pour ça qu'on a ces petites franges, pas très esthétiques, mais sympas dessus. Et voilà d'autres petits détails dont je me souviens plus exactement, mais on a dû y retourner bien 3 ou 4 fois. Mais c'est super inventif, c'est des franges en papier, j'ai l'impression. C'est ça, c'est juste une feuille de papier en fait, avec des coupés pour pas gêner l'ouverture de la trappe en fait. Et pour aider l'air quoi, l'air à passer dessus, c'est ça? Pour aider l'air à passer au-dessus, pour pas que l'air s'engouffre sous la trappe en fait. Pour limiter les frottements, pour que qu'il y ait une bonne pénétration dans l'air au moment du décollage avec un bout de papier. Et puis elle a volé cette fusée qui est sur la table, donc ça veut dire que ça a bien tenu, ça a marché. Oui, on est super contents, elle a super bien tenu même au décollage, elle pourrait revoler demain, c'est tout bon. Donc il y avait des difficultés avant forcément au moment des contrôles. Est-ce que donc là tu me dis que le vol était super, il y a eu des surprises? Est-ce qu'il y avait des choses qui se sont passées pas comme prévu ou en fait tout s'est super bien passé? Alors au moment du vol tout s'est très bien passé. Par contre au moment de la conception et de la réalisation de la fusée évidemment il y a eu quelques problèmes, notamment sur le système d'ouverture du parachute en fait. C'est plusieurs composants électriques qui sont fixés sur une carte, mais avant de les fixer sur la carte, il fallait vérifier qu'ils soient tous fonctionnels. Et donc on a dû refaire le système avec plein de fils, c'était un bazar, mais on a réussi et tout va bien, elle a pu voler comme il fallait. Et tout a fonctionné au moment où il fallait que ça fonctionne. Est-ce que c'était une première fusée pour toi, un premier C-Space? Oui, c'était une première expérience pour tout le groupe et un premier C-Space pour moi aussi. Oui. Donc une première fusée qui fonctionne même avec des petites franges en papier. Tout est 100% réussi là, c'est super. On est super contents. Alors est-ce que l'année prochaine tu as envie de retourner au C-Space pour tenter peut-être soit une mini différente, soit une fusex? Alors on aimerait bien monter un petit peu de niveau, soit intégrer une expérience dans une mini fusée, soit passer directement à une fusex. On n'a pas encore toutes les idées, mais on aimerait bien, oui. En tout cas, moi j'aime beaucoup le bleu ciel. C'est beau. C'est mignon, non? C'est poétique. C'était moins facile de l'avoir dans le ciel, du coup, mais la couleur est sympa, on aimait bien, oui. Ah oui, alors moi j'ai une question récup aussi, parce que bon, les fusées, on les prépare, etc. Elles décollent, elles font une belle cloche, et puis après, il faut les retrouver dans le champ, parce qu'on ne va pas les laisser là. Ça a été galère de le retrouver ou ça a été plutôt facile? Alors, elle est tombée dans des herbes hautes, un peu dans un creux, donc on a mis un petit peu de temps à la retrouver. Mais il y a un poste entre guillemets qui s'appelle la localisation, qui se fait avec des jumelles et qui repère le cap, ce qui nous a permis de la retrouver quand même assez vite. Vous avez une donnée GPS où aller précisément? C'est ça. En fait, il y a 2 points de localisation. Il trace un trait pour avoir un point, et ça permet de la retrouver assez facilement. C'est pour ça qu'elle est devant nous aujourd'hui, parce que sinon, ça aurait été moins drôle. Et elle est en un seul morceau. C'est ça. Super. Mais merci beaucoup, moi je trouve ça super chouette comme fusée. Est-ce que vous avez des questions aussi autour de la table avant que je passe au dernier projet ou c'était limpide? C'était limpide. Ah bah tu as pris le micro Thomas, ça va être à toi. Non, je me suis fait avoir. Donc Thomas, tu as une fusée d'une taille un peu plus conséquente devant toi, Cyclone, orange et noir. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce projet de fusex? Pas de problème, oui. Effectivement, je me suis un peu étalé.
Alors en fait, Cyclone, donc cette Fusex, son expérience principale, donc, c'est de larguer ce petit module, qui est un peu Cyclone Junior, on va dire. Et en fait, ce petit module-là, il va s'ouvrir juste à l'apogée. Donc quand le parachute sort, le module est éjecté, il s'ouvre immédiatement. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est que les petits aérofreins que vous voyez là, qui sont liés par une toile, ont chacun un petit actionneur. Et donc, selon son orientation, donc grâce à plusieurs capteurs, donc on a un IMU donc qui va mesurer les accélérations qu'il subit, les rotations, une boussole. Il a aussi un GPS, et donc tout ça va permettre de lui faire deviner, entre guillemets, quel aérofrein ouvrir et fermer pour se diriger donc vers une direction donnée. Voilà. Ça, c'est l'expérience principale. Après, la fusée en soi, elle est toute simple, entre guillemets, toute basique, puisque c'était vraiment sur le module qu'on se concentrait. Donc, c'est simplement un séquenceur. On peut dire que c'est un lanceur de base qui est censé juste amener une charge utile. Parce que je rappelle que Fusex, c'est le mot valise. On aime bien les mots valises à Planète Oui. Science et au CNES. C'est le mot valise pour fusée expérimentale, d'où l'expérience qui était embarquée. Ce petit module, est-ce que ça a marché comme prévu ou pas du tout? Alors, je dirais pas du tout, mais je dirais pas 100%. D'accord. Un juste milieu, raconte-nous. Alors en fait, l'objectif, comme je vous disais, c'était que le module soit guidé. Et alors le premier problème, en fait, c'est qu'au moment du largage, tout s'est bien passé, hein, le module a été bien largué. Un peu difficile à voir de loin parce que la fusée est vraiment très loin, le module est vraiment tout petit. Mais on voyait que ça se passait bien, la fusée était plus lente que le module, les deux étaient bien séparés, tout allait bien. Et ensuite, une fois qu'on les a retrouvés, d'ailleurs c'était très difficile, parce qu'autant la localisation en Minif ça va, mais en Fusex c'est infernal. Et en fait, quand on a pris les données, on s'est rendu compte que le GPS n'avait pas marché. Donc le module donc, ne s'est pas guidé. Alors on a plein de petites sécurités dans ce petit module pour éviter justement qu'un dysfonctionnement de quelque chose ruine complètement l'expérience. Donc en fait, en cas de perte de GPS, eh bien, il va simplement s'ouvrir à fond et atterrir tranquillement jusqu'à là où il faut le retrouver après. Donc tout n'a pas marché, mais c'est pas non plus la catastrophe. Voilà, on a pu, grâce aux capteurs qu'on a, effectivement on a perdu le GPS, mais on a quand même plusieurs capteurs qui nous permettent de définir un peu une pseudo-trajectoire en intégrant. On peut essayer en fait d'interpoler plein de choses pour essayer de voir ce qui s'est passé et à partir de ça voir un peu les effets qu'ont eu les aérofreins, essayer un peu de mieux comprendre comment ils auraient réagi au vent, à ce genre de choses. Ça fait combien de temps que tu travailles et qu'avec ton équipe tu travailles sur Cyclone? Alors comme souvent dans nos projets, en tout cas dans AeroIPSA, c'est sur un an. Donc au départ on était une petite quinzaine, vingtaine grand max. Et petit à petit, il y a toujours des personnes qui finissent par quitter l'association ou le projet parce que ils ont essayé et ça leur plaît pas, ça peut arriver. Et au final, on était 8 à peu près là à la fin de l'année. On a pu être que 3 à venir au C-Space. Et donc toute cette équipe-là, on a réussi à s'organiser parce qu'il y en a qui étaient à l'étranger au premier semestre. Moi j'étais en stage à Toulouse et l'école est à Paris au second semestre. Donc on s'est organisé. Donc le module on l'a fait en priorité au début parce que c'était un projet de fin d'études aussi. Et après, le reste de l'équipe a été chargé de faire la majorité de la fusée le second semestre. Et on a essayé de tout regrouper vers la fin, un peu avant le C-Space pour la finir. Et donc on a réussi à arriver quasiment tout fait au C-Space et à lancer la première Fusex. Alors du coup, oui, c'est ce que tu expliques. Il y a forcément vos contraintes aussi du fait que vous faites des études. Donc c'est un peu difficile d'avoir ce projet sur tout le long de l'année. Mais vous êtes arrivé avec tout quasiment prêt avant le C-Space. Elle a décollé quand cette fusée? Elle a décollé lundi. Lundi, donc c'est plutôt tôt. Oui, on me l'a fait remarquer. Donc vous étiez bien prêt quand vous êtes arrivé. Ça va, il y a 2-3 petits trucs à faire. Je pensais que ça nous prendrait beaucoup plus de temps, mais c'était pas finalement grand-chose. Et là, elle a l'air quasi neuve. On n'a même pas l'impression qu'elle a volé. Elle pourrait redécoller, tu penses? Ah, j'aimerais bien, mais bon, il y a trop de Fusex pour trop peu de créneaux, donc bon, malheureusement. C'est pas ton premier C-Space. Comment? Est-ce que c'est ton premier C-Space? Non, c'est mon dernier, 4e. 4e et dernier C-Space. Ah oui. En tout cas, en tant qu'étudiant. Après, peut-être bénévole. Oui, bien sûr, on recrute des bénévoles, n'hésitez pas à venir. On s'amuse beaucoup en tant que bénévole au C-Space aussi. Est-ce que tu peux nous raconter le C-Space pour toi qui a 60 ans cette année, je le rappelle, ça veut dire quoi le C-Space? Pourquoi 4 ans? Ça veut dire que quand même tu es un mordu. Hein. je me suis fait piquer par le C-Space. Pour moi, le C-Space, c'est vraiment quelque chose de vraiment formidable. Dès la première année, en fait, on comprend très vite que c'est vraiment l'aboutissement d'une année de travail. Des fois, il y a des projets où c'est vraiment la galère. On arrive, il faut vraiment travailler dur toute la journée et un peu des fois la nuit pour finir. Et des fois, on arrive avec des projets où finalement ça se passe très bien, on peut profiter des lancements, tout ça. Mais le délimitateur commence, c'est vraiment l'apprentissage. On apprend énormément des autres, soit de notre association, soit des autres, des suiveurs, des bénévoles, de plein d'autres personnes. Et on finit par, quand on a un peu de bouteille, à apprendre aux autres
Et c'est vraiment cette entraide-là dans tous les sens qui est vraiment formidable et qui fait que à chaque fois je suis revenu et que j'ai envie de recommencer. Parce que oui, tu es passé de la première fois que tu es venu à, j'imagine, demander des infos ou demander de l'aide, et maintenant c'est toi qui aides un peu les autres équipes? Un peu, ouais, et pourtant j'arrive à me faire aider, même au bout de 4 ans, où il y a toujours des petites choses des fois qui paraissent évidentes pour des nouveaux et qui nous apprennent, et ça va dans les deux sens. Et ça qui est vraiment bien, c'est qu'on apprend plein de choses et on peut apprendre plein de choses aux autres, c'est formidable. Donc si vous avez des questions à poser à Thomas, c'est le moment. Il peut vous raconter plein de trucs. Et techniquement, j'ai l'impression que tu as l'air assez au point aussi sur ce qui se passe dans ta Fusex. Pas de questions? Tout est limpide? Bon, est-ce qu'on a présenté les 4 projets? Ça me semble pas mal. Très bien, oui. On va regarder alors une petite vidéo parce que juste après, on reçoit donc Michel Condé et Bruno Millet pour parler aérospatial et environnement. On fait une petite pause et on revient. Le CNES s'est rapidement appuyé sur l'Association nationale des clubs scientifiques, ANCS, l'ancêtre de Planète Science, pour encadrer ses activités de jeunes et suivre les projets. Pratiquement toutes les fusées, les premières fusées avaient des souris. Fournir un propulseur à des jeunes, ça veut dire les informer sur ce qu'est la propulsion des fusées et aussi les informer sur, on pourrait dire, les tenants et les aboutissants des expériences qu'ils réalisent. Ce que j'apprends à l'école, c'est 1% de ce que je devrais apprendre normalement. Et les 99%, je les apprends pas ici, mais j'en apprends au moins 50%. J'apprenais à manipuler les amplificateurs opérationnels qu'on n'enseignait même pas dans les écoles d'ingénieurs à l'époque. Avec le temps, les projets ont été d'un niveau technique de plus en plus élevé. On met tout notre cœur à construire ça et en l'espace de quelques secondes, tout se détruit ou c'est la réussite complète. C'est euphorique. Space, c'est 250 jeunes, 400 personnes. Des projets CANSAT, mini-fusées ou fusées expérimentales qu'ils apportent avec eux, sur lesquels ils ont travaillé pendant 1 an. L'ambiance est la même et il y a la même tension que sur des lancements comme celui d'Ariane. 5, 4, 3, 2, unité, mise à feu. Oui, moi, le souvenir que je garde des campagnes de lancement, c'est un peu la course contre la montre des derniers jours, quand il fallait tout installer et être prêt le jour J. Le Safe Space, c'est un événement qu'on attend avec impatience toute l'année. Nous sommes de retour sur le plateau du Safe Space à l'occasion de ces 60 ans du Safe Space et nous allons aborder la dernière partie de cette émission avec 2 invités. Le premier, Bruno Millet, directeur adjoint à la délégation du développement durable au CNES. Bonjour Bruno. Bonsoir. Et le deuxième, Michel Condé. Michel qui est donc le PDG d'Infinity Space Provider, qui met mon accent anglais à lourde épreuve. Et tu es également, Michel, bénévole Planète Science depuis 15 ans, c'est ça? Exactement. Bonjour à tous. Ça fait un bout de temps. Et donc on va parler, alors c'est là où il ne faut pas que je me trompe, de spatial. De spatial. Et d'environnement. Et d'environnement. On va rentrer tout de suite dans le sujet avec une première question. Oui, une première question. Moi, je me demande, spatial, environnement, écologie, est-ce que vraiment c'est quelque chose de possible? Est-ce que c'est compatible, Michel?
Pour moi, je considère que c'est compatible. Donc, il y a une nécessité d'avoir du spatial pour pouvoir adresser toutes les problématiques qui sont associées à la durabilité, que ce soit sur Terre ou dans l'espace. Et à travers notre société, avec mes associés, nous, on souhaite adresser la problématique des débris spatiaux pour justement, derrière, avoir une activité spatiale durable. Et vous, Bruno, qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, je suis peut-être plus mesuré. On fait face à une situation qui est absolument inédite. On a la perte de la biodiversité, on a l'épuisement des ressources, le dérèglement climatique. Donc face à une telle situation, on a deux possibilités. Soit la solution est dans la technologie, ce qui est un pari, soit c'est au travers d'une sobriété. Comme la première solution est un pari, c'est un pari que j'ai pas tellement envie de prendre par rapport aux générations futures. Donc j'aurais tendance à être plutôt dans une démarche de sobriété. Sobriété, ça ne veut pas dire tout arrêter. Ça veut dire faire des choix pertinents en fonction de on développe des missions spatiales. Quel est l'intérêt de la mission spatiale versus son empreinte environnementale? Donc sobriété, donc moins de spatial. Comment on fait les choix? Comment on arrive à choisir ce qui C'est une bonne question à laquelle il est difficile de répondre. Il est clair que la mission doit répondre à un intérêt commun, un intérêt général. Donc la problématique est quel est l'intérêt général auquel on veut répondre et finalement quelle est l'empreinte environnementale de la dite mission qui répond à cet intérêt commun. En d'autres termes, est-ce qu'on est prêt à développer des missions qui répondent à une minorité, qui correspondent à des empreintes environnementales qui sont importantes et qui obèrent la capacité à développer des missions qui, elles, seraient d'intérêt général et qui auraient, elles aussi, leur propre empreinte environnementale? C'est une vraie question à laquelle il est difficile de répondre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience dans le monde industriel. Dans les agences se pose la question et puis il y a la communauté scientifique qui se pose de réelles questions par rapport à la réduction de l'empreinte environnementale des missions scientifiques qui, bien entendu, répondent à un certain nombre qui veulent répondre à des questions liées à l'humanité, à l'origine de l'humanité, à l'observation de la Terre, à la compréhension du dérèglement climatique. Voilà. Donc c'est une question qui est difficile, à laquelle il est vraiment, je le redis, très difficile de répondre. Côté CNES, quels seraient les leviers pour tendre vers la sobriété? Alors nous, on en a plusieurs. En fait, il y a deux piliers. Il y a la partie fonctionnement et il y a la partie développement des activités spatiales. Donc la partie fonctionnement, c'est améliorer nos infrastructures pour réduire l'impact lié à l'énergie. C'est préserver la biodiversité. C'est procéder à des achats durables. Les achats durables, donc c'est émettre... les achats, ça correspond à 80% de notre bilan des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est pas rien. Donc mettre des clauses dans nos marchés qui invitent à procéder à des achats durables. C'est la sobriété énergétique, je l'ai dit, au travers des infrastructures, mais pas que, les déplacements professionnels. Et au titre des activités, les activités spatiales, c'est le développement des missions. Et c'est ce que je dis, ce que je vous ai dit tout à l'heure, que je répète, c'est la sobriété en fait, c'est la logique, le paradigme qui est je développe une mission spatiale pour quel intérêt versus quelle empreinte environnementale. Mais Michel Condé, est-ce que Infinity Space Provider, donc l'entreprise dont vous êtes le PDG, prend en compte ce défi de la durabilité? On le prend en compte directement. On est en phase sur cette notion d'urgence. Et donc, en termes d'urgence, on a conscience qu'il y a une nécessité qu'il y ait des activités spatiales, donc pour un besoin effectivement d'observation et de préservation. Il faut aussi pouvoir avoir le choix, c'est-à-dire une maîtrise de ces empreintes environnementales et aussi proposer des solutions qui derrière ne vont pas générer de débris. Quel que soit, à partir du moment si on est sur une mission type qui est justifiée, selon les critères que vous évoquez. Derrière, aujourd'hui, on n'a pas l'opportunité complète de se dire en fait, cette mission, elle ne va pas générer de débris. Donc, pour l'environnement aussi bien sur Terre que dans l'espace aujourd'hui, où il y a une urgence par rapport à ça. Et nous, effectivement, notre réponse est technologique.
mais effectivement, ça vient en complément de ce qui a été évoqué. Moi, je suis totalement d'accord, hein. Il ne faut pas opposer les deux logiques. Quand j'ai dit il y a la logique de sobriété par rapport à des solutions technologiques, il est clair qu'il ne faut pas opposer les deux solutions et que ça peut être une complémentarité des solutions. Donc faire des choix avant le décollage, et une fois que c'est en haut, il faut aussi assumer une espèce pas de propreté, mais il faut de durabilité. De durabilité, c'est le mot en fait qui va revenir. Ça. Vous parliez de déchets, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment on peut prendre en charge ces fameux déchets ? Alors la première action qu'on envisage chez nous, c'est de proposer un lanceur qui ne génère plus de débris. Donc c'est-à-dire qu'en fonction des missions, vous avez des opérations en fait sur les parties supérieures, vous avez des étages qui restent en orbite par exemple, ou des satellites qui en fin de vie vont aussi rester en orbite. Donc en France, vous avez la LOS qui traite ces problématiques. On voit qu'il y a une augmentation assez exponentielle des activités dans l'espace. Et donc par rapport à ça, pour moi, le premier point, c'est d'abord effectivement d'avoir une solution de mise en orbite de charge utile, donc satellite ou pour des missions qui ne génèrent pas de débris. La deuxième chose, parce qu'on a quand même évoqué le cas qui est une urgence, c'est d'être en capacité d'aller désorbiter ceux qui sont déjà là-haut. On précise que la LOS, c'est la loi sur les opérations spatiales. Exactement. Vous parlez de ceux qui sont déjà là-haut. C'est quoi l'état là-haut ? C'est quoi, pardon ? Est-ce qu'il y a beaucoup de débris là-haut ? Ah oui, c'est significatif, d'autant plus qu'il y a eu la constellation Starlink qui a été l'occasion de mettre un certain nombre, d'augmenter significativement le nombre d'objets artificiels autour de la planète, avec des orbites qui sont relativement basses et qui imposent, quand on veut mettre des satellites avec une orbite au-dessus de l'orbite Starlink, des opérations qui sont délicates. Donc ça pose la question des méga-constellations, hein. Les méga-constellations seraient une solution pour certains, et c'est une vraie question vis-à-vis de la pollution lumineuse, vis-à-vis de la génération des débris, vis-à-vis de la retombée des satellites en rentrée atmosphérique par rapport au dérèglement climatique, et pas que. Donc la problématique des méga-constellations est une problématique à part entière. Ça fait qu'il y a plusieurs chantiers, c'est assez varié, il faut pouvoir agir à tous les niveaux. Et vous l'avez dit, il y a urgence. Est-ce qu'il y a des chantiers prioritaires ? Comment on fait ? Je pense qu'il faut travailler tout en parallèle. Il n'y a pas de... Tous les axes doivent être travaillés. Je vous ai parlé des achats durables, travailler sur les achats. Procéder, quand vous faites un montage d'affaires, procéder au fameux triptyque et venir le compléter d'un quatrième pilier. Le triptyque, c'est votre planning, vos éléments financiers et vos performances. Et ce qu'on va rajouter à ce triptyque, c'est un quatrième pilier qui est l'empreinte environnementale. Donc, lorsque vous faites votre montage d'affaires pour décider ou non de faire la mission, vous allez réfléchir à ces 4 piliers et les mettre dans la balance par rapport à d'autres missions que vous pouvez aussi réaliser. Et puis se pose la question effectivement de toutes les opérations en orbite, du lancement, du retrait de service et du dérèglement climatique associé à ces opérations et ces rentrées atmosphériques. Donc on doit travailler sur tous les sujets en parallèle. Alors je vais poser une question qui est volontairement extrême. Pourquoi on n'arrête pas tout ? Pourquoi est-ce qu'on continue à faire du spatial ? Alors moi je peux apporter un élément de réponse parce que l'activité des missions deviennent aujourd'hui indispensables. Les missions d'observation de la Terre, les catastrophes naturelles qu'on doit surveiller, pour lesquelles on doit apporter des supports aux sauveteurs, le dérèglement climatique, la surveillance des gaz à effet de serre, il y a un certain nombre, la météo, le positionnement par satellite, il y a un certain nombre de missions, de services qui sont aujourd'hui totalement indispensables. Donc ça, on ne peut pas y renoncer. En tout cas, je pense qu'il ne faut pas y renoncer. Après, on peut se poser la question, je remets sur la table le sujet, le débat de le tourisme spatial. C'est une vraie question. Les méga-constellations, pourquoi ? Si c'est pour voir des vidéos de chats n'importe où sur la planète, ça pose question. Donc je laisse chacun réfléchir à ces questions, trouver leurs propres réponses. Moi j'ai des réponses personnelles et à titre professionnel aussi, mais ça appartient à chacun d'avoir une démarche qui est pour le bénéfice d'un développement durable, d'une sobriété et pour l'avenir, parce qu'on ne peut pas insulter l'avenir. L'avenir, il ne nous appartient pas, en tout cas moi il ne m'appartient plus, et je dois essayer de... On a un souci d'exemplarité, j'ai envie de dire. Donc à l'échelle intergénérationnelle,
entre une organisation telle que le CNES et vis-à-vis de la communauté scientifique et du monde industriel, et puis bien au-delà des frontières, à l'échelle de l'Europe et à l'échelle de la planète. Voilà. Donc l'exemplarité n'est pas une option pour moi. C'est pas un luxe. Donc le spatial fait partie de la solution quand on parle d'urgence climatique, quand on choisit de quoi on parle. Enfin, pas sur le tourisme, pas sur les méga-constellations, mais pour ce qui est météo, gestion des catastrophes naturelles, tout ça c'est indispensable. Pour moi, c'est indispensable. Alors après, il y a d'autres missions qui sont indispensables que je n'ai pas listées, que je n'ai pas forcément en tête, mais il y a un certain nombre de missions qui sont aujourd'hui de service public. En fait, c'est la notion de service public, l'intérêt général, le service public. Je me permets de revenir sur Infinity Space Provider. Oui. Comment convaincre que c'est une mission qui est importante, celle que vous portez, vous ? Il y a des spécialistes, notamment Christophe Bonal, qui le fait très bien depuis plusieurs années. Derrière, je pense qu'il y a une prise de conscience. L'espace, c'est proche et c'est loin à la fois. C'est-à-dire qu'on s'en sert tous les jours, mais sans forcément s'en rendre compte. Donc il y a des prises de conscience qui se font de manière générale. On voit qu'en termes de génération, ils y sont beaucoup plus sensibles, en tout cas, il semblerait. Et par rapport à ça, derrière, c'est toute une volonté derrière de dire il faut qu'on y aille. Donc allons-y, donnons-nous les moyens. Voilà. Il faut être consultatif et participatif, on le fera ensemble. Et il y a aussi bien effectivement la vision et après les aspects réalisation, solutions technologiques qu'on met vis-à-vis de ça. Donc il y aura plusieurs candidats et nous on a pour but de proposer une solution qu'on estime être aujourd'hui une des bonnes solutions et qui peut évoluer mais pour aller dans ce sens-là. Ce sujet dont on est en train de débattre, finalement, c'est une introduction, puisque ce soir, il y a une table ronde à 21h qui sera également en live sur Twitch, le Twitch de Planète Science. Donc vous pourrez regarder un petit peu, ou même en entier d'ailleurs, tout ce débat sur ce sujet qui est absolument passionnant. Est-ce que j'ai oublié une question, Kevin ? Je sens que non, on a posé, je pense, toutes les questions. Oui. On a déjà la tente dans laquelle on se trouve qui a été vidée puisqu'il va y avoir un lancement bientôt. Je ne sais pas si c'est une Fusex qui s'appelle Phoenix. Voilà, du cercle aéronautique central Supélec. Oui, c'est bon. C'est bien ça. Je m'en suis sortie. Donc on a encore quelques minutes avant ce lancement qui viendra clôturer ce live de 3 émissions à la suite. Oui. Est-ce que vous avez un mot de la fin sur ce sujet si spécifique ? Alors oui, moi j'ai un mot parce que moi c'est ma première participation au C-Space. Je trouve l'enthousiasme des jeunes absolument incroyable et je viens avec un message de sobriété qui vient en contradiction avec cet enthousiasme. C'est une position qui est difficile à tenir, mais je sais aussi les nouvelles générations totalement conscientes de la situation qui est face à nous et c'est une situation qui nous oblige. Donc je pense qu'il n'y a pas besoin de convaincre les jeunes, il n'y a pas besoin de convaincre les nouvelles générations. Il y a juste à travailler collégialement, à ne pas opposer les générations, mais à tous travailler ensemble pour effectivement trouver la meilleure voie pour offrir un avenir à l'espace et à l'humanité tout simplement. Les jeunes qu'on voit, effectivement, ils sont fous. Enfin, c'est génial à voir. Incroyable, absolument incroyable. Et moi, je viens avec un message de Cassandre et c'est quelque part délicat comme message. Un mot de la fin aussi sur le C-Space, Michel ? Moi, le C-Space, ça fait 15 ans que je le vis et c'est toujours un moment génial. Donc je suis toujours très heureux de venir ici. Dans ce contexte, je pense qu'effectivement, il y a la transmission de connaissances, d'informations, de passion des générations. Ne jamais oublier son héritage. Et il faut le prendre en compte, donc avoir conscience de ce qui s'est passé et aussi avoir conscience de ce qu'on peut faire par la suite, donc des capacités. Et je pense que tous réunis, on peut faire de très belles choses. Juste avant, il y avait les équipes club qui étaient là et c'était, alors je crois que c'était Anouk qui nous racontait qu'il y avait dans son CanSat des graines de coquelicots qu'elle voulait semer. C'est ce genre de petits détails qui, moi, m'enchantent, que je trouve géniaux, mais qui montrent qu'on peut faire du spatial en ayant cette conscience quand même qu'il faut agir et qu'il y a une urgence écologique derrière. Donc oui, ça donne confiance dans les nouvelles générations. Après, moi, j'y connais rien en technologie, mais j'ai l'impression que peut-être qu'ils vont faire des grandes choses, ces jeunes-là. On espère. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Oui. Ouais, on compte sur eux. Bon, il reste 10 minutes avant le lancement de la prochaine Fusex. Oui, on voulait simplement, je voulais simplement remercier au nom du CNES
notre partenaire Planète Science pour cette nouvelle manifestation nationale, cette campagne nationale de lancement de fusée pour les 60 ans cette année. Donc je remercie les bénévoles, les nombreux bénévoles de Planète Science. Je remercie la technique pour la réalisation de cette émission spéciale. Je remercie également tous les intervenants, les participants de cette journée. Et merci à toi, Sophie, merci, qui vient clôturer avec moi cette émission qui a duré près de 3 heures. Ouais, et je pense qu'il y aura un replay qui sera disponible dans quelques temps. Voilà. Mais je remercie aussi le CNES, bien sûr, avec qui la collaboration se passe toujours merveilleusement bien, et ça fait 60 ans. 61, puisque cette collaboration CNES Planète Science, c'était 60 ans l'année dernière, 60 ans du Space, c'est cette année. Merci aussi, bien sûr, aux militaires qui nous accueillent, sans qui on ne pourrait pas faire grand-chose. Oui, en effet. Parce qu'ils sont au taquet, et on a bien besoin d'eux. Bref, merci à tous les participants, aux bénévoles, aux personnes des clubs, à la technique. Tu l'as déjà dit, mais ça vaut le coup de le répéter. Le replay est sur YouTube, si vous voulez. Après le live, on pourra regarder ça encore longtemps, cette émission, et le reste. N'hésitez pas à aller sur le YouTube du Planète Science, parce qu'il y a plein de vidéos super chouettes, et c'est toujours utile de regarder. Et sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, LinkedIn. Voilà, moi j'ai fait mon Et on message. rappelle, à 21h, la table ronde animée par les frères Lisoire, toujours sur le Twitch de Planète Science. Tout à fait, qui sera également en replay sur ce sujet de l'environnement et du spatial. Table ronde à 21h sur le live Twitch. On va vous laisser avec le live de la Fusex Phoenix qui va bientôt décoller. Il reste 8 minutes avant le lancement et vous allez voir, je ne sais pas si on peut avoir l'image en régie, que je peux commenter un petit peu. Fusex, ça c'est mini-fusée. D'accord. Alors le logiciel est peut-être buggé, donc c'est sûrement... Voilà, il y a 2 fusées qui vont être tirées en parallèle. Donc là, ce qu'on voit à l'image, ce que vous voyez, c'est le lancement de la mini-fusée avec Falbala, le lanceur rouge tout au fond. Donc 30 secondes. Voilà, 30 secondes. Et ben on va vous laisser regarder ça et on vous remercie d'avoir regardé le live. À très vite. Merci à vous. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, mise à feu. Pour le projet Axiom du club Aeroipsa, le vol est nominal.